Bonsoir Bernard-Henri Lévy. Bonsoir. Merci d'être sur le plateau de BFM TV. On sait votre implication dans la guerre en Libye. On va parler de la guerre au Mali, bien sûr, mais vous allez aussi beaucoup parler d'Europe. Ce soir, vous organisez une réunion aux têtes du Rond-Point. Vous appelez avec un certain nombre d'autres intellectuels européens, comme Umberto Eco ou d'autres que je citerai un petit peu plus tard, à reconstruire l'Europe ou mourir. On va voir pourquoi, étant donné ce qui nous agite aujourd'hui. La guerre au Mali s'est déroulée selon les plans. La ville de Tombouctou ce soir est reprise. Est-ce que vous êtes surpris de la facilité apparente du déroulement des opérations ? Non, non, je ne suis pas surpris. Mais je pense que ça n'est pas terminé. Et je pense que les guerres du désert sont toujours plus traîtresses qu'on ne l'imagine. Que le désert, contrairement à ce qu'on pense, souvent c'est un endroit où on se cache. Où les camouflages sont encore plus possibles que dans les zones de brousse ou de jungle. Donc je pense que ça n'est pas terminé. Mais ce soir, c'est une très très belle victoire et une victoire française. Je dirais, hélas, une victoire française. Parce que j'aurais tellement aimé confère ce que vous disiez à l'instant, que ce soit aussi une victoire européenne. Or, c'est une victoire de la France, de François Hollande et de l'armée française. Il dit nous sommes en train de gagner la bataille. Vous dites c'est un peu trop tôt quand même. Non, je pense que la bataille est gagnée. La prise de Tombouctou, c'est la prise symbolique, de Gao. ouais. Tombouctou, c'est extrêmement important. Rappelez-vous quand même, ne soyons pas totalement amnésiques, ces talibans des sables qui détruisaient les mausolées et les reliques saintes de l'islam. Rappelez-vous cette menace terroriste qui était explicitement annoncée et qui s'est exprimée en Algérie, évidemment. Qui s'est exprimée en Algérie. Voilà, donc c'est une bataille essentielle qui a été gagnée. Alors vous dites la guerre au Mali, c'est la continuation de la guerre en Libye. Est-ce que c'est pas une manière d'éviter l'autre question qui est, est-ce que la guerre au Mali, c'est pas la conséquence, la responsabilité de la guerre en Libye? Vous avez fait un long papier dans Le Point autour de ça, où vous avez répondu, mais d'une certaine façon, on a l'impression quand même qu'aujourd'hui, c'est dans la tête de tout le monde. Tout le monde dit, c'est la guerre en Libye qui est la cause, pas de la guerre au Mali, mais surtout du chaos, du désordre, de la menace au Mali. Oui, c'est pas parce que c'est dans la tête de tout le monde que c'est vrai. La revendication touareg, elle est très ancienne. L'AQMI n'a pas attendu la guerre de Libye pour exister. Mais les armes et les désordres, encore aujourd'hui... Les armes de qui? Les armes de Kadhafi. Quelle importance? Les armes. Oui, bien sûr. Les armes, peut-être pas les armes françaises, peut-être pas, mais les armes de Kadhafi qui ont pu circuler tranquillement. Oui, enfin tranquillement. Enfin, les armes des mercenaires de Kadhafi, qui étaient souvent d'ailleurs des mercenaires maliens, qui en effet ont repassé la frontière. Qu'elle soit d'un côté ou de l'autre de la frontière, qu'elle sème la terreur au nord ou qu'elle la sème au sud, quelle différence? Il y a dans cette région du monde et de l'Afrique, il y a une implantation forte et nouvelle de tous ces groupes djihadistes, Al-Qaïda, etc. Aggravée par la guerre en Libye. Je ne crois pas aggravé par la guerre en Libye. S'il n'y a pas eu la guerre en Libye, des armes seraient venues par d'autres moyens. Il y avait 1000 autres canaux. Vous savez, Al-Qaïda, depuis 12 ans qu'elle opère ou qu'elle sert de sigle et de point de rassemblement à tant de groupes épars, trouve 1000 manières de s'organiser et de frapper. Donc je crois que les deux choses ne sont pas connectées. En revanche, ce qui est connecté, ça sûrement, c'est que la nécessité morale qu'il y avait d'arrêter les massacres en Libye, elle ressemble à la nécessité morale qu'il y avait d'empêcher les talibans de s'installer au Mali. Juste un mot sur la Libye, avant de revenir au Mali quand même. Benghazi, il y a quelques jours, les Anglais ont lancé une alerte imminente où les pays européens ont rapatrié leurs ressortissants, ou en tout cas les ont rappelés, parce que le désordre règne, le chaos règne à Benghazi apparemment. Je ne crois pas. Qu'il y ait des menaces, bien sûr, il y a des groupes terroristes, on l'a vu au moment de l'assassinat de l'ambassadeur Stevens, l'ambassadeur américain. C'est vrai, mais on ne peut pas dire que le désordre règne. Moi, j'étais à Benghazi il y a quelques mois, encore, de nouveau. On ne peut pas dire que le désordre règne. Les islamistes dont nous parlons ont été tout de même, c'est le seul des 3 pays des révolutions arabes où ils ont été battus. Les islamistes ont été battus
électoralement aux dernières élections, c'est-à-dire aux premières élections libres qu'il n'y ait jamais eu en Libye en juillet dernier, ils ont été battus à plat de couture. L'homme qui préside aux destinées de la Libye, qui s'appelle M. Ali Zeidan, il y a un Premier ministre, c'est un laïc, c'est un pro-occidental, c'est un modéré. Donc, on ne peut pas dire que le désordre règne en Libye. Que la démocratie ne s'improvise pas par un coup de baguette magique, c'est vrai. Mais pas le désordre règne en Libye. On est confronté à cette question, je dirais au Mali, bientôt on va y être. Soit on fait une partie, on aide, et on aide à la libération d'une partie de la population, et on s'arrête et on rentre. Et alors là, il y a ce risque de chaos. Soit on continue, on s'installe, et là, il y a ce risque de néocolonialisme, de reproduction de la guerre d'Irak, de bouchisme, comme disent certains. Et on n'a pas résolu la question. Mais si, je crois que, vous savez, je crois que la meilleure manière de la résoudre, c'est d'écouter les principaux intéressés. Si les Maliens nous demandent de les aider, nous les Européens, à faire du nation building, s'ils nous demandent de contribuer à la formation d'institutions et de cadres pour les animer démocratiques, je crois qu'on peut les entendre, ça ne sera pas du néocolonialisme. Lorsque les Libyens nous ont demandé de les aider à prévenir le bain de sang à Benghazi et qu'on les a écoutés, ce n'était pas du néocolonialisme. Donc, il ne faut pas procéder, à mon avis, par grandes catégories comme ça manichéennes. C'est une nouvelle situation, c'est un nouveau schéma. Oui, c'est un nouveau paradigme. Les deux interventions dont nous parlons, faites dans la légalité internationale, à la demande des peuples concernés, avec des chances raisonnables de succès dans les deux cas, la preuve, ce qui se passe ce soir, ça ne ressemble pas à l'aventure irakienne ou aux aventures coloniales d'autrefois. Ceux qui disent ça, c'est ceux qui, au fond, ne veulent pas qu'on aille sauver les gens. C'est ceux qui ne veulent pas que l'Europe se mêle de ceux qui, à mon avis, la regardent, mais pour eux, ne la regardent pas. C'est en gros ce qu'on appelle les souverainistes. Jean-Luc Mélenchon dit on n'est pas là pour être les oraux du monde. On n'est pas là pour être les oraux du monde, il a totalement raison, mais on est là pour tendre la main à l'autre et surtout à la lui tendre quand lui-même nous la demande, ça je crois. Je crois qu'on est là pour ça. Et je crois que s'il y a un sens à être européen, c'est précisément ça. Le sens de l'Europe, c'est ça. C'est ce sens de l'universel. C'est l'idée que les valeurs dont nous bénéficions, ce ne sont pas des valeurs qui sont liées à notre sol natal. C'est des valeurs qui ont vocation à s'exporter, à s'universaliser, qui valent pour tous les humains, qui valent hors du sol natal, national ou naturel. C'est ça l'Europe. L'idée d'Europe, chez tous ceux qui l'ont pensée au fil des âges, c'est ça qu'elle dit. Et c'est pas une naïveté, un romantisme? Si. Mais, oui. Heureusement qu'il y a eu... Vous croyez que De Gaulle n'était pas romantique? Vous croyez qu'Adenauer n'était pas romantique? Vous croyez que l'idée de réconcilier ces deux peuples séculairement ennemis depuis des générations, qu'étaient l'Allemagne et la France, n'était pas du romantisme? Vous croyez que quand tous les écrivains d'Europe volaient au secours de la Grèce, le mouvement Philhellène du 19e, de Chateaubriand à Byron, ce n'était pas du romantisme? Bien sûr que c'est du romantisme. Mais il arrive au romantisme de réussir. Et Adenauer et De Gaulle ont réussi à créer un espace de prospérité et de démocratie. Il y a aussi un inconvénient à parfois être romantique ou être naïf. Et je reviens quand même sur notre stratégie, les contradictions qui peuvent se faire jour. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aider en Syrie ceux qu'on combat au Mali? C'est une autre des questions qui se posent aujourd'hui. La question qui se pose, c'est que l'histoire est tragique, comme disait encore l'un des romantiques que je citais à l'instant. Donc, il n'y a pas des solutions simples. On n'a pas une calculette, ça ne se fait pas par ordinateur, l'histoire. C'est vrai que lorsque l'on agit pour arrêter le massacre en Syrie, ce n'est pas du 100% de réussite. Il y a en effet le risque, oui, d'aider aussi des islamistes à prospérer. C'est la raison pour laquelle, avec quelques amis récemment, comme André Glucksmann, comme Jacques Berès, le médecin, nous avions fait une tribune dans Le Monde en disant il y a 3 solutions. Il y a accepter que Assad continue son bain de sang.
Il y a l'autre horreur qui serait les islamistes, puis il y a une solution médiane qui consiste, et c'est ce que fait la France aujourd'hui, à aider ceux dont les ennemis sont à la fois... Oui, les démocratiques. Les démocrates, c'est-à-dire ceux des Syriens, et nous les connaissons, les services français les connaissent, la diplomatie française les connaît, ceux qui disent que leurs ennemis, c'est Assad et les islamistes. Et ils sont nombreux en Syrie. C'est ça, en effet, les difficultés de l'histoire et en même temps la grandeur de ceux qui, parfois, font l'histoire. Quelle est la différence, à vos yeux, entre François Hollande, chef de guerre, Nicolas Sarkozy, chef de guerre? Vous les voyez un peu l'un, l'autre? Écoutez, les différences, elles sont sûrement innombrables. Mais enfin, il y a une chose qu'on ne peut pas ne pas noter, c'est que ces deux hommes que tout oppose ont pris deux décisions à la fois belles et pas évidentes, c'est-à-dire la solution de faire la guerre pour arrêter des salopards, pour empêcher des massacres. Voilà, c'est intéressant. Et c'est intéressant que ce soit dans les deux cas des Français. Que la France se soit trouvée à deux reprises sous le drapeau de deux présidents aussi différents, dans cette position de ce nouveau paradigme dont nous parlions tout à l'heure, c'est-à-dire, en effet, de contribuer à une vocation démocratique, c'est nouveau. Et pour quelqu'un qui aime la France, comme ceux qui nous écoutent, en tout cas moi... Certains vous diront que ça date de Napoléon, que ça date de la Révolution française, que c'est une vieille histoire française. Et qu'elle a aussi ses risques, ses dérapages, ses excès. C'est l'histoire de Valmy, c'est pas celle de Napoléon. Napoléon ne faisait pas ça. Napoléon pillait les pays qu'il remportait. Valmy, bah oui, il y a quelque chose. Si vraiment Sarkozy en Libye et Hollande au Mali sont les héritiers de Valmy, alors c'est le meilleur de l'histoire de France qui se continue. Il ne faut pas qu'ils soient ceux de Napoléon, justement. Et il ne faut pas qu'ils deviennent, en effet, il ne faut pas que vienne ce moment de glaciation qui est le moment bonapartiste. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé en Libye et je ne pense pas que c'est ce qui se passera au Mali. J'ai entendu tout à l'heure en régie les déclarations du président Hollande. Je les ai trouvées parfaites, de dignité, de mesure et de fermeté, comme celle de Nicolas Sarkozy pendant toute la durée de la guerre de Libye. Donc, vous les trouvez équivalents, en quelque sorte. Enfin, dans les deux cas, je vais vous dire une chose qui va peut-être vous sembler ridicule ou bizarre. J'ai été fier d'être français et attristé de ne pas être plus européen. Voilà le double sentiment que j'ai aujourd'hui, fier d'être français et navré que l'Europe ne soit pas davantage embarqué dans cette aventure. En tout cas, plus collectivement, parce que ce sont des tout petits moyens, ou en tout cas quelques moyens donnés. Du bout des doigts, voilà, d'une manière qui n'est pas digne de ce que les moulins à prière nous racontent de sommets européens en quintette ou en je ne sais quoi, c'est-à-dire l'Europe, etc. Voilà, c'est pas de 4 avions de transport. Qu'est-ce qui peut changer cela? En fait, les peuples ne le veulent pas. Les peuples n'ont pas envie. Le peuple allemand n'a pas envie de faire la guerre. Le peuple anglais n'a pas envie de dépenser plus d'argent. Il l'a fait en Libye, il n'a pas envie d'y aller. Les autres, voilà, c'est une réalité. Mais les peuples n'ont jamais... C'est vrai que les peuples n'ont pas toujours ou spontanément ce désir d'Europe. L'Europe n'est pas naturelle. Il y a des âges entiers de l'histoire européenne où on ne pensait pas en termes d'Europe. Il y a des moments où l'Europe s'est faite et où elle s'est défaite au cours des âges, bien sûr. Ce qu'il faut, c'est... On parlait de Gaulle, on parlait d'Adenauer, Mitterrand, Kohl, il faut Jacques Delors, des visionnaires qui assignent à cette Europe balbutiante un horizon plus lointain et plus exaltant que l'équilibre des budgets, le non-dépassement des 3% et ainsi de suite. Il manque une grande parole politique. Et cette grande parole politique, on l'attend aujourd'hui de ceux qui président aux États futurs membres de la Fédération européenne. Donc ce soir, avec les intellectuels européens que vous réunissez, Fernando Savater, Vassilis Alexakis et d'autres, vous allez dire quoi? François Hollande, allez-y, dépassez-vous, faites... soyez une nouvelle voix de l'Europe, essayez. Écoutez, je ne sais pas ce que vont dire mes camarades et mes amis, mais enfin... L'objet de cette rencontre, qui est une rencontre organisée par Arte, c'est d'abord de se demander
pourquoi l'Europe est en si piteux état, pourquoi on vit dans le régime d'une Europe au rabais, d'une Europe sur la pointe des pieds, et puis ensuite d'essayer de voir quels pourraient être les remèdes à cela, bien sûr, quel type de paroles pourraient être portées pour que l'Europe se dépasse elle-même, fidèle à l'élan de ses fondateurs. Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy d'être venu sur le plateau de BFM TV. On reparlera bien sûr de la reconstruction du Mali, puisque c'est la prochaine étape, en tout cas, ou la négociation avec les Touaregs, par exemple. Restez avec nous dans un instant. C'est le journal de Rachid Embarki. Et puis, face à face, Luc Ferry, Jacques Séguéla. On va reparler de ce mot faillite utilisé par Michel Sapin après François Fillon. Un mot qui fait l'effet d'une bombe à chaque fois.